techniques, nous avons à nous projeter pour apporter des clés d'adaptation aux agriculteurs et aussi voir comment, dans le long terme, cette résilience peut être apportée et anticiper également des systèmes de production qui répondront à l'objectif de neutralité carbone. Alors, comme vous le savez, l'ACTA et sa présidente ont été sollicités avec l'appui de François Champanet du CGAER pour piloter l'axe 2 du Varenne agricole. Nous avons déjà commencé à travailler et d'avancer avec l'appui et l'expertise des instituts techniques, mais aussi de la PCA et de l'INRAE, puisque nous sommes aussi avec l'appui de la cellule RIT, que tout le monde connaît ici, et avec vraisemblablement, s'il n'y a pas d'autres modifications au ministère, en lancement de cet axe 2 avec la totalité des précisions le concernant le 9 juillet. Je voudrais, avant de passer la parole à nos intervenants et vous dire comment va se dérouler cette demi-journée, redire que le Varenne se fait sous le double chapeau de M. Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture, et Mme Bérangère Abbas, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Et je voudrais vous lire ici les éléments de langage qui ont été portés à la connaissance de tous lors du lancement du Varenne par le ministre et la secrétaire d'État. C'est s'appuyer sur la science, ses travaux et ses résultats pour objectiver le débat donc, de l'adaptation au changement climatique et du sujet de l'eau en agriculture, faire appel au monde de l'innovation pour trouver de nouvelles solutions et écouter l'ensemble des parties prenantes pour arriver à une vision concertée et partagée. Et vous conviendrez, il me semble que nous tous ici, autour de cette table, si je puis dire comme ça, ou de ce webinaire, ce sont des mots qui sont pesés et auxquels nous adhérons complètement. Donc nous allons avoir 3 temps avant qu'on puisse échanger entre nous. D'abord, nous avons demandé aux rapporteurs, alors CGAER, CGED, qui ont remis une étude en 2020 sur le changement climatique, eau et agriculture, avec une vision à 2050. Donc, je remercie déjà Hugues Effassoro et Michel Salnave qui sont avec nous et qui vont intervenir dans un premier temps pour nous expliciter leurs conclusions. Et puis, nous aurons l'intervention de notre collègue Bernard Engelras sur le travail qui a été conduit depuis 3 ans avec l'appui d'INRAE par la viticulture et qui est assez remarquable et éclairant sur ce qui peut être fait. Et puis, nous solliciterons également le directeur de l'IDEL, Joël Merceron, pour nous dire aussi quelques mots vus de l'élevage, puisque vous avez bien compris, ces travaux concernent et traversent en toute transversalité l'ensemble de nos filières agricoles. Voilà. Donc, je ne serai pas plus longue et je donne la parole à nos 2 intervenants en les remerciant encore d'avoir accepté assez rapidement, puisqu'on a voulu tout à coup se mettre vraiment en phase avec l'actualité du moment, d'avoir bien voulu intervenir à notre Assemblée générale. Messieurs, je vous cède la parole. Bien, merci. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Très bien. Merci. Donc, je suis Michel Salnave, donc actuellement à la retraite, mais j'étais membre du CGER lorsqu'on a réalisé cette mission avec mon collègue Hugues Effassoro, avec qui nous allons présenter le rapport. Donc, je pense que le diaporama va être affiché. Victoria devait l'afficher, je ne le vois pas. Alors, pour saluer l'ensemble des participants, Hugues Effassoro du CGEDD. Merci, monsieur. Alors, moi, je vois sur mon écran le PowerPoint. Vous ne le voyez pas, messieurs? Non. Ah. Ni l'un ni l'autre. Ah, ça y est, je le vois, voilà. Donc, je pense que tout le monde peut le voir. Donc, le rapport s'appelle « Changement climatique, eau et agriculture, quelles
perspective, quelle trajectoire pour l'eau et l'agriculture d'ici 2050. Donc, c'est une mission conjointe des deux conseils généraux de l'agriculture et de l'environnement. Vous avez donc affiché les noms des 6 membres de ces deux conseils qui ont participé à ces travaux. Et en fait, il s'agissait pour les deux ministères, à la suite de différents rapports et prises de position souvent divergentes sur ces questions de rapport entre l'eau et l'agriculture, notamment dans le contexte du changement climatique, d'essayer de voir comment on pouvait bâtir des éléments de discours communs, de politique publique commune entre les deux ministères, dans le contexte du changement climatique et à un horizon relativement lointain, puisque c'est 2050. Alors, la diapo suivante vous montre la méthodologie. Donc, la méthodologie suivie, elle a concerné donc, un travail qu'on a toujours fait en binôme avec un membre du CGEDD et un membre du CGER. Donc, nous avons analysé un certain nombre de thèmes et également 7 études de cas qui sont des couples filière-territoire, filière agricole-territoire, dans l'idée d'embrasser un petit peu la diversité des situations qu'on peut trouver en France. Alors, je les présente rapidement, ces 7 études de cas. C'est la maïsiculture dans le Midour, la viticulture dans l'Hérault. Ensuite, on a l'arboriculture dans le Vaucluse, l'élevage dans l'Aveyron, la filière maraîchage à Nantes, les grandes cultures dans le Loiret, à Puiseaux-Vernisson, et enfin les cultures industrielles sous contrat dans l'Aisne. Nous avons été aidés dans notre travail par l'appui de Jean-Marc Ménard, agronome d'INRAE, pour toutes les questions agronomiques qui se posaient à travers notamment ces études de cas. Et enfin, un comité d'experts, une vingtaine d'experts à la fois du ministère de l'Environnement, mais aussi de l'Agriculture, et dont faisait partie d'ailleurs Jean-Paul Borde, a été consulté et a suivi nos travaux tout au long donc, de la mission. Alors, la diapo suivante, je vais passer la parole à Hugues pour présenter le principe général de la mission. Bien, alors, les deux composantes de la mission, donc Michel Salnave l'a dit, le CGEDD et le CGER, se sont mises d'accord sur un principe général qui sous-tend l'ensemble des analyses et propositions qui figurent dans notre rapport. Je ne sais pas si on peut voir la suite. Voilà, merci. Donc, alors, premier point, donc, la réponse au changement climatique majeur qui est attendu, qui est prévu par les spécialistes en 2050, nécessite un véritable changement de modèle agricole. On pourrait d'ailleurs rajouter des S sur le PowerPoint à modèle agricole, tant il convient de les adapter aux situations locales. Donc des modèles agricoles plus économes en eau, plus protecteurs des sols en particulier. Et donc ce changement sera d'une telle ampleur qu'il ne s'accommodera pas de simples adaptations du modèle agricole actuel. Le deuxième point est la liaison et que vous voyez en majuscule est fondamentale, ce sont les deux à la fois. C'est le renforcement de la ressource en eau, qui est à rechercher partout où c'est possible, dans le respect du renouvellement de la ressource, bien sûr, et du bon état des milieux. Alors, vous le voyez dans ce principe, chaque côté, le côté agricole, le côté environnement, doit faire une partie du chemin si on veut y arriver, sachant que l'irrigation ne peut être qu'une réponse, c'est une partie de la réponse, mais elle ne peut être qu'une réponse partielle, sans doute minoritaire, même au regard des moins de 6%, je crois, de la SAU aujourd'hui irriguée, mais vous connaissez ça mieux que moi. Si on peut passer la diapo suivante, donc, nous allons donc, en déroulant, voilà, nous allons donc vous présenter donc, les 7 recommandations majeures que nous avons issues un petit peu de ce principe général. Donc, accélérer la transformation de l'agriculture face au changement climatique, faire des sols le socle de la stratégie d'adaptation de l'agriculture, concevoir et mettre en place l'irrigation de demain, ce que nous avons appelé une irrigation de résilience, mettre en place les conditions d'un renforcement acceptable de la ressource en eau pour l'agriculture, dynamiser la gouvernance territoriale de cette gestion, connecter plus fortement la recherche, le développement, les filières et les agriculteurs de terrain, donc sur le terrain confrontés au changement climatique, et puis enfin porter un discours commun entre les deux ministères sur l'eau et l'agriculture. Et je crois que le Varenne qu'évoquait Madame Vial tout à l'heure n'y est pas tout à fait étranger à cette recommandation. Voilà, donc pour la première recommandation, je rends la parole à Michel Salnave. Bien, alors je vais présenter les 3 premières orientations. Donc d'abord, accélérer la transformation de l'agriculture pour faire face au changement climatique.
la mission est convaincue que les simples adaptations de l'agriculture ne seront pas suffisantes face au choc climatique qui nous attend, notamment à l'horizon 2050. On constate souvent dans les PTGE un certain nombre d'adaptations de l'agriculture et notamment un travail d'ailleurs tout à fait intéressant sur l'amélioration de l'efficience de l'eau d'irrigation. C'est certes nécessaire, mais de notre point de vue, ça n'est pas suffisant. Il faudra aller plus loin, il faudra changer les pratiques, il faudra modifier également les assolements. Donc, il faudra effectivement aller plus loin. Alors, les propositions, quelles sont-elles? D'abord, d'une façon générale, c'est de faire évoluer plus massivement, il faut vraiment passer, de notre point de vue, à changer de vitesse, l'agriculture vers l'agroécologie et en particulier vers les formes de l'agroécologie les plus économes à nous. Et au sein de ces formes-là, il y en a une qui a particulièrement attiré notre attention, bon, même si ça n'est pas la seule et que ça n'est pas non plus la panacée universelle, c'est l'agriculture de conservation des sols, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Deuxième idée, c'est l'idée centrale sur ce thème de l'accélération de la transformation de l'agriculture, c'est qu'en fait, il n'y a pas de solution miracle. Il faudra actionner un ensemble de solutions, ce qu'on a appelé le panier de solutions, qu'il faudra décliner territoire par territoire au plus près des besoins et des contraintes des filières et de la capacité des territoires de point de vue de l'eau. Donc ce panier de solutions, il est extrêmement large. Il va de la génétique, et en particulier de la génétique des plantes mineures, qui nous semble devoir être fortement promue. Il passe par le stockage de l'eau dans le sol, c'est par exemple par l'augmentation de la matière organique des sols, mais ça peut être aussi par la couverture permanente des sols. Il concerne également l'irrigation de résilience dont Hugues a parlé et que je vais vous présenter ensuite. Il concerne également les infrastructures écologiques du type haies, agroforesterie par exemple, les agroéquipements qu'il ne faut surtout pas oublier, notamment toute la question des capteurs qui peuvent être particulièrement pertinents pour le pilotage de la gestion de l'eau à l'échelle de la parcelle ou de l'exploitation. Bien évidemment, les changements de pratiques et de systèmes de culture. J'ai parlé de l'ACS, mais il y a également toute l'idée d'intégrer dans les assolements des cultures moins consommatrices en eau. Et enfin, ne l'oublions pas, bien entendu, comme Hugues l'a dit, chaque fois que c'est possible, le renforcement de la ressource. Et donc, l'idée de la mission, c'est de dire, effectivement, il faudra piocher dans ce panier de solutions et accompagner les territoires, notamment dans le cadre des projets de territoire pour la gestion de l'eau, des PTGE, pour les aider à utiliser ces différents leviers, à les mobiliser de la façon la plus pertinente possible par rapport à leur situation. Et puis, troisième idée qui nous paraît extrêmement importante, qui est même absolument fondamentale, c'est que rien ne se passera s'il n'y a pas de l'économie derrière tout ça. Et donc, il y a un travail de filière extrêmement important à mener, d'une part, pour inciter à l'adaptation donc des filières existantes pour des filières moins consommatrices d'eau, c'est notamment le cas actuellement des appels à projets de l'ADEME, mais c'est aussi pousser les filières, les coopératives, l'agro-industrie, la grande distribution, vers la création de nouvelles filières moins consommatrices en eau. Bon, on peut penser par exemple au soja, au tournesol, au colza, aux légumineuses, aux protéagineux. Enfin, il y a effectivement beaucoup de voies possibles, beaucoup d'éléments aussi qui sont demandés par le consommateur, sur lesquels il y a effectivement des filières à créer. Et là, la mission propose une intervention des pouvoirs publics, du ministère de l'Agriculture, par le lancement d'appels à projets quinquennaux qui pourraient être lancés en lien avec les régions pour inciter les acteurs économiques des filières à proposer et à mettre en place des filières sur des plantes moins consommatrices en eau qui pourraient ainsi être intégrées dans les assolements. Et enfin, bien évidemment, il y a toute la question de la mobilisation des aides de la PAC, notamment pour aider les gens dans la conversion vers une agriculture moins consommatrice en eau, et par exemple l'ACS, avec ce qu'on a appelé des aides à la conversion climatique, qui pourraient s'inspirer un petit peu de ce qui existe sur la conversion à l'agriculture biologique. Alors, deuxième idée, deuxième proposition, faire des sols le socle d'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Alors, le constat que nous faisons, et je m'empresse de dire, même si ces dernières années, il y a, je pense, un mouvement inverse très fort au sein du monde agricole qu'on a bien constaté sur le terrain, c'est que dans ces dernières décennies, le sol a été un peu l'oublié de l'agronomie
il a été beaucoup considéré comme un support, alors qu'évidemment les sols ont un rôle fondamental à jouer à double titre au niveau du changement climatique, au titre de l'eau d'une part, mais au titre aussi de la fixation du carbone. Donc là, nos propositions, c'est quoi? C'est d'abord de promouvoir et de massifier les pratiques d'agriculture de conservation des sols. Bon, je le disais, ça n'est pas la panacée, mais c'est particulièrement intéressant et pertinent pour les sols pauvres en matière organique. Et nous pensons là-dessus qu'il y a un gros travail de diffusion de références. Il y a peut-être aussi un travail de mise en place. La proposition que nous avons faite, c'est de mettre en place, à l'instar de ce qui a été fait pour l'agriculture biologique, un conseiller agricole ACS dans chaque chambre d'agriculture et une mise en réseau par la PCA de ces conseillers agricoles, parce qu'il y en a certains dans certaines chambres qui sont extrêmement performants sur la matière. Et puis, bon, également toute la mise en place de ces contrats de conversion climatique qui peuvent permettre effectivement le passage d'une agriculture conventionnelle vers l'ACS. Je passe plus rapidement sur les deux orientations médianes là, qui sont quand même très importantes. C'est l'idée d'une part de militer pour que la séquestration du carbone par les sols agricoles soit bien intégrée dans les mécanismes européens et soit favorisée par différents mécanismes, notamment financiers. Et puis également la question tout à fait importante, vous le savez, d'une meilleure intégration de l'agriculture dans les documents d'urbanisme, et notamment la mise en place de la promotion d'aménagements climatiques, notamment permettant la rétention de l'eau dans les territoires. Et puis enfin, dernière idée, c'est de promouvoir les formes d'élevage en interaction avec les systèmes de culture. Sachant que les formes d'élevage, on sait que la polyculture élevage est particulièrement intéressante d'un point de vue notamment de la matière organique, de la valorisation des assolements longs. Pour autant, on sait que dans beaucoup d'endroits, l'élevage a disparu ou est en perte de vitesse. Mais nous avons constaté, notamment dans le Loiret, de nouvelles formes d'élevage, les élevages de services ou de transhumance, où, nous semble-t-il, des possibilités d'accords gagnant-gagnant avec les agriculteurs sont possibles et sont probablement à promouvoir. Troisième proposition, elle concerne l'irrigation de résilience. Alors, d'abord, pourquoi cette proposition? Le premier point, et qui est quand même extrêmement important, parce que je pense que c'est un accord au sein de la mission, c'est que nous nous accordons à dire que l'eau, et donc de fait l'irrigation, est aujourd'hui et sera encore plus demain un facteur extrêmement important de la résilience et de la sécurisation de l'agriculture. Pour autant, l'irrigation de demain ne sera pas celle d'hier, voire même celle d'aujourd'hui. Alors pourquoi? De notre point de vue, pour une double raison, c'est que d'une part, les étiages vont être de plus en plus marqués et donc il y aura probablement une tension plus forte sur le partage de l'eau. Et deuxièmement, ton micro, Michel, a été désactivé. Voilà. Et le fait que, donc, pour l'irrigation de résilience, ce que je disais, c'est que l'irrigation de demain ne sera pas celle d'hier, dans la mesure où la pression sur l'étiage sera beaucoup plus forte et où la pression aussi sociale est plus forte. Le temps, il y a 30 ou 40 ans, où l'eau en milieu rural était considérée comme finalement le monopole des agriculteurs et ne posait aucun problème à personne et n'est plus. Et aujourd'hui, effectivement, l'agriculture doit montrer aussi qu'elle évolue, doit répondre à un certain nombre de demandes de la société, et c'est aussi vrai pour l'irrigation. Alors, nos propositions sur ce thème de l'irrigation de résilience, c'est quoi? Bon, d'abord, le concept d'irrigation de résilience. Alors, on a essayé de préciser un petit peu ce concept, qui reste encore évidemment à dégrossir. Bon, l'idée, de manière très simple et très caricaturale, c'est en gros de dire on passe d'un système où, alors qui est peut-être il y a 10 ou 20 ans, hein, où l'eau n'était pas facteur limitant, et où il s'agissait de maximiser le rendement, à un système où l'eau est facteur limitant. On le voit dans très nombreux départements soumis aux arrêtés sécheresse chaque année, et où il va s'agir de maximiser le revenu de façon interannuelle. Alors, pour nous, cette évolution s'accompagne systématiquement d'une évolution des assolements, en y intégrant des cultures moins consommatrices en eau, voire non consommatrices en eau, et aussi une évolution des pratiques culturales pour une agriculture plus économe en eau, type ACS. Et au sein d'une même exploitation, cela pourrait se traduire par deux formes d'irrigation. Une irrigation qu'on a qualifiée de sous-pilotage technique,
on pourrait appeler une irrigation de précision, hein, pour des termes que tout le monde connaît, qui concernera plutôt les cultures à haute valeur ajoutée, les cultures sous contrat. Et là, on va plutôt mobiliser les OAD, les compteurs communicants, les sondes, les avertissements d'irrigation, avec l'idée de généraliser des pratiques qui existent déjà, mais qui ne concernent peut-être que 10 à 20% des irrigants. Et puis, sur le reste de l'exploitation, de valoriser finalement le reste de l'eau disponible à travers une irrigation d'appoint qui, elle, concernera un assolement intégrant des plantes moins consommatrices à l'eau. Donc, cette proposition d'irrigation de résilience, on peut considérer que les années d'abondance hydrique, probablement, les gains économiques seront un peu moindres qu'actuellement, mais par contre, les années de faible hydraulicité qui vont se multiplier, on peut considérer que cette irrigation permettra de meilleurs revenus et que donc, elle permettra une plus grande résilience de l'agriculture. Alors, cette irrigation de résilience, pour nous, elle suppose 3 choses. La première qui vous concerne très directement, c'est de mobiliser fortement la recherche, les INRAE en particulier, et le développement agricole, l'ACTA et les chambres d'agriculture, pour préciser le concept sur le plan technique et sur le plan aussi du modèle économique, bien sûr, et ses modalités de mise en œuvre et son déploiement. Et là, c'est un véritable défi si on veut faire évoluer en 10-15 ans les pratiques d'irrigation vers cette irrigation de résilience. Deuxièmement, et je le rappelais tout à l'heure, l'aspect économique est évidemment fondamental, sans lequel rien ne se passera. Donc l'idée de mobiliser les acteurs économiques des filières, les coopératives, les IA, la grande et petite distribution, pour concevoir et mettre en place ces filières sur des cultures plus économes à nous, via les appels à projets que j'évoquais tout à l'heure du ministère de l'Agriculture et des régions. Et enfin, bon, la mise en place également d'aides publiques, on ne pourra pas faire sans, pour aider au passage, aider les aides en achat de matériel et aussi couvrir la prise de risque pour le passage d'une irrigation actuelle à l'irrigation de résilience, avec ces aides à la conversion climatique qui pourraient être des aides sur 5 ans, comme on le proposait, à l'instar de la CAP. Je repasse la parole à Hugues pour la suite des orientations. Voilà, la quatrième de nos orientations est de mettre en place les conditions d'un renforcement acceptable de la ressource en eau. Michel Salnave a rappelé tout à l'heure que pour nous, le premier mode de renforcement de la ressource en eau repose sur les sols, les espaces agricoles et l'utilisation des services fondés sur la nature, avec en particulier le concept scientifique de ralentissement dynamique, donc qui est assez parlant. Il est fondamental de ralentir l'écoulement des eaux, de prévenir le ruissellement, de favoriser l'infiltration des eaux. Et donc, on retrouve derrière ce concept les traductions de couverture hivernale des sols, de rétablissement de haies, la pratique de l'agroforesterie, les bandes enherbées, la reconstitution d'espaces d'expansion et d'infiltration des crues. Voilà. Au-delà donc de cet aspect, le stockage majeur actuellement existant est constitué des retenues hydroélectriques, 7 milliards de mètres cubes en France, dont le renouvellement des concessions est actuellement en cours et qui pourrait être l'occasion de les ouvrir à une vocation plus largement multi-usage, notamment l'irrigation. Comme vous le savez, les concessions sont un pouvoir de l'État qui fixe les cahiers des charges. Donc, l'État, dans ses différentes composantes, cherche un équilibre pour ouvrir plus largement. Mais vous le savez, ça n'est pas sans difficulté. D'abord, les retenues hydroélectriques, les grandes retenues hydroélectriques ne sont pas toujours placées au bon endroit. Par exemple, la Garonne amont ne peut pas être alimentée par une retenue hydroélectrique. Il y a aussi, deuxièmement, un enjeu d'indépendance énergétique. Évidemment, l'hydroélectricité est très complémentaire de notre énergie, de notre électricité nucléaire pour passer les pointes. Et donc, il y a un enjeu très fort. Et puis, il y a la concurrence des coûts. Les coûts de l'énergie étant ce qu'ils sont, la concurrence peut être défavorable à l'irrigation. Voilà, donc tout ça n'est pas très évident. Pour autant, comme vous le savez, il y a déjà des pratiques de partage de ces ressources, avec notamment, pour ne citer que cet exemple-là, les contrats de rachat pratiqués par l'agence Adour-Garonne, notamment. L'autre point sur lequel nous souhaitions insister en matière de développement de la ressource en eau, c'est la création des retenues de substitution. Ce sont donc des retenues construites en parallèle des cours d'eau, alimentées hors étiage, en substituant, d'où leur nom, des prélèvements d'étiage par des prélèvements hivernaux. Leur gros avantage, bien sûr, c'est de sécuriser les volumes
Comme vous le savez, les autorisations, les volumes autorisés de prélèvement sont souvent de la monnaie de singe, puisque les crises sécheresse font que leur prélèvement est bridé pour préserver les milieux aquatiques. Là, évidemment, on aurait une forme de garantie. Alors l'environnement, lui, il gagne à éviter des prélèvements en étiage générateurs d'impact avec des gestions de crise récurrentes. L'agriculteur, l'irrigant, lui, gagne évidemment un volume d'irrigation quasiment sécurisé, hein, contrairement au prélèvement actuel en étiage, fréquemment restreint. C'est pour cette raison, pour ce double avantage, que ces projets de retenue de substitution sont largement subventionnés, notamment par les agences de l'eau, complétés souvent par les collectivités. Il faut bien sûr, avant de les réaliser, vérifier le respect de l'insertion environnementale, de la non-altération des régimes hydrologiques ou hydrogéologiques, et aussi prendre en compte, notamment dans la perspective du changement climatique 2050, long terme, le risque de non-remplissage de retenues. L'autre point possible, ce sont les retenues donc, individuelles. Il y en a, comme vous savez, déjà beaucoup, plusieurs dizaines de milliers en France, mais justement, on n'en sait trop rien, on ne sait pas vraiment le chiffre exact, ce qui traduit le problème d'absence de gestion collective, hein, avec le risque de désordre, avec des effets cumulatifs de remplissage intempestif, de non-entretien, et on sait que de nombreuses de ces retenues individuelles ne sont plus utilisées, pour autant leur remobilisation s'avère très, très complexe. Les barrages sont aussi une option possible, mais comme vous savez, ils sont très mal vus au niveau sociétal et fortement contraints au niveau de la directive cadre sur l'eau, et qui ne les envisage qu'à titre dérogatoire. Il y a bien sûr aussi les transferts d'eau, hein, Aquadomicia par exemple, mais évidemment la grosse contrainte, c'est de trouver une eau abondante, et ça se fait de plus en plus rare. Et deuxièmement, l'autre contrainte, c'est d'arriver à faire passer une solidarité interbassin versant, et ça aussi, on a constaté dans un certain nombre de cas que c'était de plus en plus compliqué. En tout cas, il nous semble que l'outil projet de territoire gestion de l'eau, PTGE, est la bonne démarche pour rechercher et parvenir au bon équilibre entre le renforcement, sécurisation de la ressource en eau, et puis l'évolution des pratiques, les économies d'eau par l'agriculture. C'est aussi le bon outil pour trouver les solutions adaptées, comme l'évoquait Michel Salnave tout à l'heure, au territoire local, à ses enjeux locaux. Donc pour la mission, il est important, sur la base par exemple de l'exemple des Deux-Sèvres, d'établir un protocole d'accord entre acteurs au sein de ces PTGE par voie de contrat avec les deux les deux catégories d'acteurs, environnementalistes, consommateurs d'un côté, et puis agriculteurs de l'autre, avec également les financeurs, hein, notamment les agences de l'eau et les collectivités, avec des engagements collectifs de chacune des parties, et aussi des engagements individuels. L'idée, c'est que les engagements d'évolution de pratiques agricoles pris par les irrigants soient traduits par des responsabilisations individuelles, à l'exemple de ce qui se fait dans les Deux-Sèvres. Vous étiez engagé à rétablir tel linéaire de haies, vous ne l'avez pas fait, votre autorisation de prélèvement, elle est réduite de 5%. Vos volumes de substitution sont réduits de 5%. Voilà. Et bien sûr, ça nécessite qu'on ait un OUGC qui soit acteur moteur de cette modalité, ce qui nous conduit à proposer la généralisation partout où il y a des problèmes quantitatifs qui justifient de cette mise en place d'organismes unis de gestion collective, qui conviendrait par ailleurs peut-être de renforcer au plan de ces statuts. Donc ce qui nous paraît important, c'est de focaliser les financements publics sur des projets collectifs vertueux. Alors, il y en a d'autres qui pourraient émerger: la réutilisation des eaux usées traitées, la recherche artificielle de nappes, mais pour ces domaines qui sont un petit peu balbutiants, des recherches sont encore nécessaires. Pour le reste, donc, si on peut passer au transparent suivant, voilà. Et il nous paraît nécessaire de dynamiser aussi la gouvernance territoriale de la gestion de l'eau.
si on peut dérouler. Donc voilà, on a parlé de l'outil PTGE qui nous paraît l'outil central. C'est la bonne démarche, mais il nous paraît nécessaire d'en renforcer l'efficacité en l'outillant avec un certain nombre de capacités d'animation, d'accompagnement, de conseils spécialisés en médiation de conflits. On sait que ce n'est pas toujours facile d'aboutir dans un PTGE. Et donc, voilà, il faut qu'on puisse fournir des références techniques, économiques, sociologiques aux porteurs de PTGE pour permettre au mieux d'arriver à des résultats, des guides pratiques très opérationnels sur lesquels puissent s'appuyer les porteurs de PTGE, avec des formations, évidemment, de certains acteurs, des publics, voire privés, et en particulier des porteurs de PTGE. On a proposé, par exemple, la mise en place aussi d'une cellule d'appui ministérielle à cette mise en place. Un autre problème, c'est l'émergence de maîtrise d'ouvrage. La compétence GEMAPI mise en place a un petit peu oublié la gestion quantitative sécheresse. Elle s'est focalisée, comme vous le savez, sur l'entretien des milieux aquatiques, MA, et puis la protection contre l'inondation. Par contre, effectivement, rien n'est vraiment prévu dans ce domaine et les collectivités se sentent sans doute moins qu'avant en responsabilité d'intervenir, que ce soit pour l'animation, pour le portage ou pour le financement des actions concernant la gestion quantitative au sens du renforcement de la ressource en eau. Des syndicats mixtes se constituent par endroits. Je prends l'exemple du CIRES, par exemple, en Charente-Maritime, avec implication de collectivités, conseils départementaux en particulier. Mais globalement, il y a un vrai problème de renforcement de la maîtrise d'ouvrage, de la capacité à maîtrise d'ouvrage, ce qui a conduit notre mission à suggérer de réexaminer l'élargissement des possibilités de portage par les collectivités au niveau voilà, de leurs compétences, j'allais dire, légales. Les PTGE, par contre, ne sont pas l'outil adapté au cas des grands bassins versants. Hein, ce sont des logiques de sous-bassins. Et pour les grands axes, il nous semble que voilà, les pouvoirs publics, État, avec les préfets de bassin et les préfets coordonnateurs de sous-bassins, à l'exemple de ce qui existe en Adour-Garonne et qui pourrait être généralisé, doivent intervenir plus fortement, et aussi les collectivités, avec la nécessité d'une généralisation des établissements publics territoriaux de bassin. Pour passer à la suivante. Donc voilà, le dernier point pour ce qui me concerne, c'est la connexion, Michel Salnave en a parlé tout à l'heure, à renforcer entre la recherche, le développement, les filières économiques et, j'allais dire, les agriculteurs sur le terrain, si on peut dérouler. Ce qu'on a constaté, nous, vraiment, c'est un message fort, c'est qu'un certain nombre d'innovations, Madame Vial insistait sur cet aspect du Varenne qui plaide l'innovation. Un certain nombre d'innovations qu'on a vues sur le terrain par des groupes d'agriculteurs n'étaient pas suffisamment relayées au plan institutionnel. Et il nous semble qu'il y a là un accrochage plus fort à faire par le développement agricole, à la fois pour intégrer ce qui vient du terrain et aussi pour l'objectiver, pour créer des références qui manquent aujourd'hui, hein, et pour... on a parlé de massifier un certain nombre de pratiques, de bonnes pratiques en la matière. Voilà. On propose notamment de renforcer les recherches-actions qui existent déjà pour partie, mais là aussi de les généraliser avec en généralisant les démarches participatives sur ces bonnes pratiques. Il nous semble aussi que la formation agricole devrait être plus fortement évoluer pour prendre en compte les concepts de demain ou d'après-demain sur la nécessité de ce changement de modèle, intégrant plus fortement l'agroécologie, l'agronomie au sens de l'utilisation des sols vivants, et puis cet aspect expérimentation de terrain. Suivante. Voilà, et je vais présenter la dernière orientation, qui est un petit peu finalement la synthèse, porter un discours commun sur l'eau et l'agriculture. Alors c'est quelque chose qui nous paraît extrêmement important, parce que même indispensable si on veut faire évoluer les postures sur un sujet qui est clivant, hein, malheureusement, c'est un sujet qui est conflictuel,
Et là, nous avons fortement insisté auprès des deux cabinets de l'agriculture et de l'environnement sur leur responsabilité pour porter ensemble un discours commun auprès des acteurs. On pense aux OPA, je pense aux associations de protection de l'environnement et je pense aussi de façon plus large à la société. Alors, les propositions que nous faisons là-dessus, c'est quoi? C'est principalement de mettre en place un groupe de travail permanent entre le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture, un groupe de travail à haut niveau, donc qui dépendrait directement des deux ministres, pour établir ces éléments de doctrine, alors notamment à partir de notre rapport, mais aussi de beaucoup d'autres travaux. On va parler tout à l'heure du travail qui a été fait, très intéressant dans le domaine de la viticulture. Il y a aussi tout ce qui a été fait sur l'expérimentation CIPRE, etc. Enfin bon, il y a donc beaucoup de choses qui existent. Et l'idée étant que ce groupe de travail mixte puisse vraiment bâtir ces éléments de doctrine partagée, puisque finalement le constat que nous faisons au sein de la mission, c'est que même s'il y a des points de divergence, on pourra d'ailleurs en parler dans le débat si vous le souhaitez tout à l'heure, il y a des points sur lesquels on n'est absolument pas d'accord, enfin, ou pas vraiment d'accord entre CGER et CGEDD, il y a beaucoup de points sur lesquels nous nous accordons. Et donc il nous semble important que les deux ministères travaillent ce corpus d'éléments de doctrine communs et soient en capacité ensuite de le présenter à la société. Donc on met que ce groupe de travail pourrait assurer le suivi de ces éléments de doctrine, ça veut dire qu'il va travailler sur la durée, gérer aussi les difficultés, les conflits qu'on ne va pas manquer de rencontrer, mais il va aussi avoir un travail de pédagogie auprès des OPA, des APNE, de la société. Et l'autre idée, donc tout ça pourrait s'appuyer notamment sur un réseau d'observatoires de l'agriculture et du changement climatique, à l'instar d'ailleurs de ce qui existe déjà dans certaines régions, à l'initiative des chambres d'agriculture et de l'ADEME, et qui aurait l'intérêt et le mérite de pouvoir faire remonter les bonnes expériences, de suivre un petit peu en continu la façon dont les choses se passent et dont l'agriculture évolue par rapport à ces questions de changement climatique, et de pouvoir aussi diffuser les bonnes pratiques. Et enfin, dernière idée qui nous paraît essentielle, c'est que le ministère de l'Agriculture produise avec l'ensemble des acteurs des filières une feuille de route sur l'adaptation de l'agriculture au changement climatique, à l'instar de ce qu'il a fait d'ailleurs pour la forêt. Et en particulier, et je voudrais insister sur ce point, que le Varenne d'ailleurs de l'eau et du changement climatique va vraiment dans ce sens, que le ministère de l'Agriculture réinvestisse le domaine de l'eau. Mais alors attention, qu'il ne réinvestisse non pas pour venir s'opposer au ministère de l'écologie, mais qu'au contraire, qu'il le fasse d'une manière qui soit coordonnée, en synergie avec la politique de l'eau portée par le MTE, avec l'idée que le ministère de l'Agriculture a une vraie place à tenir à ce sujet, notamment pour tout ce qui relève de l'économie des exploitations et des filières, mais aussi de tout un tas de thèmes que nous avons évoqués dans ce diaporama. Par exemple, la promotion de l'agroécologie et notamment de l'ACS, le développement de l'irrigation de résilience, les appels à projets sur des nouvelles filières plus économes à nous, l'appui au PTGE, la génétique des plantes mineures. Donc on voit qu'il y a beaucoup de domaines qui sont relatifs à l'eau et l'agriculture, dans lesquels le ministère de l'Environnement et les agences de l'eau auront du mal à venir ou n'iront pas, et qui doivent être vraiment portés par le ministère de l'Agriculture. Et donc, il nous semble que le ministère de l'Agriculture doit mettre des moyens humains et financiers, on l'a vu tout à l'heure, sur ces sujets. Il a des leviers, il a aussi tout le levier de la sphère de l'enseignement agricole, de l'ACTA, des chambres d'agriculture, d'INRAE. Il faut vraiment qu'il mobilise l'ensemble de ces appareils sur ces sujets. Et nous espérons que le Varenne de l'eau et du changement climatique en sera l'occasion et le déclencheur. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Nous avons terminé notre présentation. Merci. Merci, messieurs, pour cette présentation. Jean-Paul, comment faisons-nous? Est-ce qu'on va au bout des présentations ou est-ce qu'on laisse un temps de discussion maintenant? Peut-être poser des questions à nos intervenants à chaud. Moi, je vous propose de poser vos questions dans le chat. Puisque nos deux premiers intervenants donc, ont présenté leur topo. Et puis, on pourrait profiter quand même de la présence de Bernard Angelras pour embrayer sur l'exemple de la viticulture. Et comme ça, on ouvrira le débat plus largement, si ça vous convient. Très bien. Donc, Bernard, à toi la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Et puis, merci de me donner l'occasion de pouvoir expliquer ce que nous avons fait au niveau de la filière viticole. Vous comprendrez qu'en ce début d'intervention,
nous devrions tous avoir une pensée pour tous nos collègues qui ont été touchés fortement cette année, et ça continue. Les inondations, c'est quand même l'année plutôt, je dirais, chargée en événements qui vont faire que beaucoup d'exploitations, beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de viticulteurs risquent de connaître des difficultés à très court terme. Mais bon, c'est un autre sujet qui se traitera par ailleurs. Je voulais vous faire profiter ce matin un peu de la méthode que nous avions mis en place au niveau de la viticulture. Alors, avant de rentrer directement dans les slides, je vais vous expliquer comment on est arrivé à avoir une réflexion qui se mène depuis un certain nombre d'années. Donc, c'est lors d'un congrès de l'OIV, puisque vous savez que la viticulture et l'ensemble des pays adhérents à l'OIV se retrouvaient. Alors maintenant, avec le Covid, c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué ces dernières années. En congrès à l'OIV, où un des derniers congrès qui s'était passé en 2006 avait eu pour objet de faire un compte rendu des travaux menés par le groupe LACAV, qui était un groupe de scientifiques, de chercheurs, alors constitué de l'INRAE, de France Agrimaire et de Subagro. Et bien sûr, il y avait aussi des participants de l'Institut français de la vigne du vin, à travers ces groupes de travail, avaient rendu des conclusions de leur travail de prospective, donc c'était la cave. Donc, siégeaient à ce congrès Christian Pally, le président du comité vin de l'INAO, et Jérôme Despé, le président de France Agrimaire, la filière viticole. Et lorsqu'ils ont vu cette présentation qui se faisait au niveau des scientifiques et présentée au niveau international, se sont dit qu'il serait quand même peut-être bien que notre filière viticole se préoccupe de ce qui était dit, puisque pouvant être choquant non pas dans la présentation, mais dans les solutions à mettre en œuvre ou à trouver. Et donc, on décidé conjointement de créer un groupe de travail, France Agrimaire et INAO, donc avec un groupe de travail donc, qui m'ont confié la présidence pour mener à bien les travaux. Donc, c'est à partir de là que je suis rentré en action, où nous avons effectivement, et vous savez, la viticulture s'oriente à travers 3 segments. Il y a les AOP, donc les signes de qualité, AOP, IGP, et vin sans indication géographique. Mais essentiellement, AOP, IGP, c'est le système français qui est bâti comme ça historiquement. Alors, je suis rentré en action et nous avons créé 2 groupes de travail, un groupe opérationnel regroupant l'ensemble des organisations de la filière viticole et un groupe politique qui, chaque fois que le groupe opérationnel faisait des propositions, elle les soumettait au groupe politique qui lui-même crantait et que ça nous permettait d'avancer avec chaque fois sans revenir en arrière ou sans revenir nous a permis d'avoir une méthode relativement efficace et qui a permis d'aboutir. Alors après, on peut attaquer par des slides. Je ne sais pas qui c'est qui les passe. C'est toi, Jean-Paul? Parce que ce n'est pas moi. Jean-Paul? C'est moi qui les passe, c'est Françoise. Voilà. C'est Françoise. Bernard, de temps en temps, on a des coupures. Peut-être serait-il préférable que tu coupes ta caméra. Ça augmente la valeur. Voilà. D'accord, oui, parce que depuis ce matin, je sais pas, habituellement ça marche bien, mais là j'ai des coupures. Je ne sais pas s'il y a des travaux sur le réseau, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on t'entend très bien là. Merci. D'accord, super. Donc voilà un peu aussi ce qui a été le déclencheur. Ce sont les constats que nous avons faits. Donc vous voyez les effets marqueurs du changement climatique sur la partie viticole. Donc une avancée phénologique et de la période de récolte, avec une augmentation du degré alcoolique, une baisse de l'acidité du raisin et une modification des profils aromatiques et polyphénologiques. Et bien sûr, une évolution du rendement dans certaines régions. Ce qui veut dire qu'en clair, pour faire simple, parce que nous avions des degrés élevés en alcool, sans pour autant que les raisins soient mûrs. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de corrélation entre la maturité alcoolique et la maturité phénolique. Ce qui veut dire que nous étions contraints de vendanger, parce que sinon nous avions des degrés alcooliques trop élevés. Mais en contrepartie, nous avions souvent des maturités qui n'étaient pas atteintes. Donc, il y avait vraiment un décalage.
Alors, ensuite, bon, vous le voyez, alors le slide sur votre gauche vous fait voir l'évolution des dates de vendange, puisque nous avions à une époque, c'était surtout au début septembre, voire dans le sud, autour du 7-8 septembre, que nous commencions les vendages. Maintenant, c'est plutôt vers le 15, le 16 août, voire avant le 15 août, que nous attaquons les vendages, puisque pour l'élaboration des rosés, je prends un exemple de l'année dernière, nous avons commencé par exemple le 8 août, qui n'est pas sans poser des problèmes multiples. Un, c'est la période des vacances. Deux, il nous faut de la main-d'œuvre, donc ça pose problème. Trois, c'est une réorganisation complète des chantiers en matière de récolte. Alors, les impacts des aléas climatiques sont aussi bon, les gels de printemps, et le cycle de la vigne a été modifié, puisque pendant cette année, qui est un cas d'école, vous avez vu que le mois de février a été des mois plutôt chauds chez nous, qui a permis de déclencher le cycle de végétation de la vigne, mais ce qui a permis aussi, du fait que la vigne avait débourré, comme on dit dans le jargon, à avoir des gels de printemps, un gel de printemps qui a été dramatique pour l'ensemble des régions françaises. Et je pèse mes mots, l'ensemble des régions françaises a été affecté. Et ensuite, se sont suivis des épisodes de grêle. Nous sommes en plein dedans, puisque depuis quelques jours, régulièrement, tous les soirs, il y a des orages de grêle qui tapent un peu partout et qui affectent de nouveau la production. Et qui l'affectent pour une année, l'année où ça tape, mais qui l'affectent aussi souvent pour la deuxième année, puisque les dégâts sont tellement importants que les bourgeons sont tellement affectés que l'année d'après, la récolte est souvent compromise aussi, quoi. Et bien sûr, nous avons, pour faire un lien avec les intervenants précédents, les problèmes de sécheresse et de température excessive, où l'on parle de canicule, et qui aussi est de canicule et de grillure et de brûlure du raisin sur souche, ce qui est aussi inquiétant, parce que même si les intervenants précédents ont parlé de l'eau, et on y reviendra peut-être plus tard, mais que l'accompagnement de la vigne en compensation de stress hydrique, parce qu'on ne peut pas parler d'irrigation pour la vigne, mais de compensation de stress hydrique, ne représente qu'à peu près 30% dans ce dérèglement climatique de possibilités d'aider la vigne à passer ces caps difficiles. Donc, on est plutôt avec de l'eau, de la préservation du végétal que de la préservation de la récolte. Il faut le savoir aussi. Et puis, bien sûr, dans ce slide, on aurait pu rajouter les inondations qui tapent fort chaque année, et notamment après les moments de septembre, octobre, et de façon régulière maintenant, et de façon d'ailleurs dans tout le pays, quoi. Alors, on peut passer au slide suivant. Donc, la prospective... Alors, excuse-moi Bernard, l'heure tourne, et voilà, on a encore un sujet après. Est-ce que peut-être tu pourrais passer rapidement sur les 2 slides suivantes pour aller plutôt aux 7 domaines d'action prioritaires et la synthèse que vous avez faite? Oui. Si tu veux bien, voilà. Mais c'est simplement, rapidement, ce slide-là. Donc, la prospective nationale faite par les scientifiques nous proposait 4 scénarios, ou 4 scénarios. Un système conservateur où on ne faisait rien, on ne bougeait pas, un système innovant où on était capable d'amener de l'innovation, un système nomade où on délocalisait complètement la vigne, et je vous ai expliqué l'importance par rapport à notre système français de viticulture par rapport aux appellations signes de qualité répertoriées dans des terroirs, des territoires, et un modèle libéral où on pouvait imaginer de la vigne plus de façon plantée un peu partout, de façon plus encadrée, pas encadrée, et qui pouvait apporter à des solutions complètement dramatiques pour la viticulture. Donc, ce qui a fait la spécificité de cette réflexion, c'est que nous avons su créer avec les régions, avec les comités de bassin, des échanges par rapport à tous ces scénarios que je viens de vous apporter. Et nous avons eu plus de 600 acteurs de la filière viticole dans toutes les régions de France qui ont pu participer à travail sur ce scénario. Et donc, nous avons fait des allers-retours avec les régions et le national, ce qui a permis à la fin de dégager un scénario qui était de dire on est sur un système innovant pour maintenir une localisation des signes de qualité là où ils sont aujourd'hui. Donc l'innovation comme fer de lance de ce changement climatique.
Donc, nous sommes partis de 2222 actions qui avaient été répertoriées en lien avec les régions et le national, pour arriver après à un tableau de 796 actions, pour arriver à aujourd'hui à 50 actions répertoriées. Alors, les 7 domaines d'action prioritaires qui sont affichés maintenant, que vous pouvez voir. Donc, 1, améliorer la connaissance des zones viticoles. 2, agir sur les conditions de production. Ce sont les fameux cahiers des charges des signes de qualité. Favoriser un matériel végétal adapté, ça c'est la création variétale. On sait que par la création variétale, nous pourrons avoir un matériel adapté par des systèmes de croisement de vignes avec des cépages plus résistants aux contraintes hydriques ou d'ailleurs aux résistants aux maladies. Après, il y a agir sur les pratiques œnologiques. Et également, évolution des marchés et garantie de la production, parce qu'on sait que par rapport aux règlements climatiques, nous sommes sur un produit où il va falloir être en lien avec la consommation de demain. Nous savons que la consommation de demain, notamment sur les vins rouges, ne se fera plus de la même façon. Et d'ailleurs, on voit la progression des marchés rosés par rapport au marché du rouge. Donc là aussi, il y a une réflexion à mener. Et bien sûr qu'un autre des domaines qui est important, c'est la recherche, le développement, le transfert et la formation, où là, effectivement, avec l'INRAE, l'IFV pour la viticulture, tout ce qui est champ d'agriculture pour le transfert et la formation, il y a un gros travail à faire. Et nous avons voulu mettre quand même un autre domaine qui nous paraît important, c'est l'atténuation du changement climatique. Pourquoi l'atténuation du changement climatique? Parce que si on ne met pas ce volet-là, on va courir dans le temps à faire que de l'adaptation. Et que nous considérons au niveau de la filière viticole par rapport à la culture pérenne qu'est la vigne, et par rapport au mode de production, et notamment ça a été évoqué par les intervenants précédents aussi, par rapport à l'enherbement et par rapport à tout ça, que nous pouvons jouer un rôle important dans le stockage du carbone dans le sol. Et donc c'est pour ça que nous avons souhaité mettre ce volet-là dans nos propositions, quoi. Alors, en synthèse, pour aller vite, donc la filière viticole s'inscrit pleinement dans ce qui est mené à travers le Varenne de l'eau et les propositions faites par le ministre de l'Agriculture et la secrétaire d'État à la transition écologique. Donc pour s'inscrire dans ce changement climatique, il n'y a pas de problème. Nous avons signé un nouveau contrat cadre avec l'INRAE et IFV sur la thématique prioritaire qu'est le changement climatique, puisque eux font surtout de la prospective, mais nous sommes en capacité, par rapport à notre lien sur le terrain et par rapport à la recherche que nous faisons, d'être INRAE et IFV très complémentaires à ce sujet et apporter des solutions pragmatiques, efficaces et non pas dogmatiques. Et je pèse mes mots quand je dis ça, parce que si on est sur le dogme, on ne fera rien et on va faire que passer du temps à heurter les gens les uns contre les autres. Bien sûr, nous avons, pour répondre à l'atténuation du changement climatique, lancé l'étude sur un référentiel filière label bas carbone et nous allons vers un plan climat de la filière mais qui mobilise tous les acteurs de la R&D. Nous sommes aujourd'hui, où je vous parle, en train d'écrire tous ces 8 domaines ou 7 domaines qui vous ont été présentés auparavant, transférer ces thématiques, ces domaines d'action en ambition pour contribuer à la stratégie nationale sur le changement climatique. Donc, nous sommes en cours de validation de ces écrits. D'ailleurs, l'IFV qui s'est collé pour écrire les synthèses de tous les débats, qui seront validés à la fois par les conseils spécialisés de France Agrimaire, par les comités nationaux de l'INAO, comme ça a été fait tout au long de la procédure, avec un objectif clair, c'est de rapporter des réponses concrètes, pragmatiques, à tous les acteurs de terrain. Voilà, Madame la Présidente, mes chers collègues, d'essayer d'avoir synthétisé au maximum les débats. On pourrait en parler pendant 3 heures. Merci beaucoup Bernard pour ce travail qui impressionne effectivement par l'ensemble des mobilisations qu'il a concernées. Donc, je cède la parole maintenant à Joël Merceron pour nous dire quelques mots des travaux aussi très intéressants, sans peut-être rentrer complètement dans le détail, mais qui ont été conduits par des filières d'élevage. Merci Joël. Merci Anne-Claire. Oui, la question climat est très importante pour l'élevage de ruminants parce que peut-être qu'à la différence des autres productions végétales, l'interaction entre la météo, le climat et les animaux, les élevages est permanente et tous les jours. Donc il n'y a pas
une récolte annuelle. Et donc, c'est ainsi qu'on s'est penché sur cette question depuis 2005, avec deux points, et je vais essayer de simplement m'attacher à ce qui peut être complémentaire des deux exposés précédents. L'atténuation, hein, comme ça a été dit juste avant, donc avec tout ce qu'on a fait sur le carbone, et puis l'adaptation. Alors, l'adaptation, je dirais qu'il y a deux questions sur l'adaptation à ces évolutions climatiques. Les aléas climatiques qui ont été cités précédemment, gel, orage, etc., et puis les fondamentaux du changement climatique qui sont l'évolution de la pluviométrie et l'augmentation de la température. Et donc, c'est tous ces phénomènes qu'on essaie de travailler pour les élevages de ruminants. Et donc, on a fait un programme récemment avec le soutien du CNIEL et de la SCNE qui s'appelle Climalais, donc quelque chose qui est très signifiant dans le nom. Et donc, c'est un programme qu'on a fait avec les chambres d'agriculture, Arvalis et INRAE. Je pense que c'est un point important et c'est important que l'ACTA prenne en compte cette question du climat, parce que s'il y a quelque chose de totalement transversal et très prégnant, c'est bien cette question-là, et c'est ensemble, avec nos différentes approches, qu'on pourra le résoudre. Et donc, ce travail, il a été fait, le projet Climalais, en quelques mots. On est allé dans 30 petites régions françaises pour voir comment ça pouvait s'adapter, et surtout, et comme ça a été dit par nos collègues tout à l'heure, c'était de la recherche-action, c'est-à-dire que c'était des conseillers avec des agriculteurs qui cherchaient des adaptations sur le terrain. Parce que je pense que c'est ça c'est tous les éleveurs et tous les agriculteurs de France qui subissent ces évolutions et qui sont sans doute une des premières sources, parce que moi je ne crois pas trop au déménagement des productions d'une région à l'autre. Je ne crois pas non plus, pour imager ça, au changement de spécialisation. Donc, c'est bien des adaptations qui sont nécessaires. Alors, je peux vous en citer quelques-unes qui montrent, et qui sont assez faciles à comprendre. C'est sécuriser les rendements du maïs fourrage, et donc là, on arrive sur l'irrigation et le semi-précoce. Favoriser des cultures à double fin avec des mélanges céréaliers, donc là, tout l'intérêt de travailler avec nos collègues d'Arvalis. Gérer la paille de façon collective, hein, vous savez, la paille peut être un substitut au fourrage, et dès qu'il en manque, c'est une spéculation forte. Après, miser sur la luzerne et les prairies naturelles ou d'autres productions d'herbes plus résistantes à la sécheresse. Ça a été dit tout à l'heure, couvrir les sols et profiter de la croissance de l'herbe à un autre moment. En fait, on s'aperçoit que maintenant, avec le changement climatique, on a une double saison de pâturage, le printemps et l'automne, hein, et donc c'est adapter les systèmes à ça. Et puis donc la couverture des sols, c'est vraiment quelque chose de très important, et ça a été dit également précédemment. Et à ce propos, on a un programme qui s'appelle Albédo, donc qui mesure la réflectance des sols en fonction des couverts. Valoriser l'herbe d'automne et d'hiver. Et donc, ça amène une autre question qui est sur les bâtiments. Et demain, on construisait des bâtiments pour l'hiver, il faudra les construire également pour l'été. Et la résistance aux températures, parce que les ruminants sont plutôt plus sensibles au chaud qu'au froid. La question des stocks est une évidence, hein, d'augmenter les stocks, et donc peut-être que là, ça renvoie aux productions fourragères, ou avoir des stocks dits assurantiels, hein. Je ne parle pas de stocks stratégiques, mais quelque part, on avait aussi travaillé sur les systèmes assurantiels de prairies, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre. Et puis, un dernier point, c'est miser sur les arbres, les haies, etc., pour favoriser cette adaptation. On a deux programmes qui s'appellent Arbel et Parasol. Et puis j'en profite pour citer quelque chose qui n'a pas encore été évoqué, mais qui est l'agrivoltaïsme. Et on s'aperçoit que sous des panneaux photovoltaïques, bien souvent, la production de l'herbe est assez
est moins impactée parce qu'il n'y a plus cet effet des fortes chaleurs d'été. Et donc, c'est bien le rapport entre la luminosité et la quantité d'eau qui est améliorée. Enfin, je voudrais dire que, après avoir répété que ce sont des sujets communs, c'est pour ça que Mehdi a pu parler tout à l'heure de cette plateforme climatique, des données climatiques, hein. Et je pense que le numérique peut être une solution. Je ne dis pas que les ordinateurs vont faire pleuvoir, mais s'ils peuvent mieux faire prévoir ou prévoir les évolutions, ça peut être intéressant. Et puis surtout, cette notion de réseau de collecte de données, et puis, ça a été dit également, mais de transfert, c'est-à-dire que peut-être qu'il faudrait qu'on invente pas une chaîne météo, mais quelque chose qui puisse donner de l'information en direct, avec une prévision plus certaine, hein, sur les évolutions pour que les agriculteurs, les éleveurs puissent s'adapter. Donc c'est tout ça qu'on peut dire, mais répéter en conclusion que c'est sans doute la question dans l'élevage ruminant qui est la plus importante, et puis bien sûr ses conséquences ou ses interactions avec la société et la vision de la société par rapport à nos productions. Voilà, j'ai pas de PowerPoint. Merci beaucoup, Joël. C'était également extrêmement intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire une prise de parole orale, hein? Bon, j'espère que vous avez tous pu suivre dans le chat les questions et les réponses. Nous sommes dans les temps, hein, c'est 11h45. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait apporter parmi tous ceux qui nous suivent une information? Alors, Anne-Claire, on peut peut-être prendre quelques questions qui n'ont pas eu de réponse dans le chat. Je t'en prie. Alors, dans la première d'entre elles, je vois une question de Madame Frédérique Ancel-Tonello. Promouvoir plus de mobilité foncière sur les terres irriguées, notamment en périphérie des grandes villes. Alors, je pense que c'est plus une remarque qu'une question. Voilà, si Madame Ancel-Tonello peut préciser la question, ça pourrait être intéressant, à moins que nos intervenants voient tout de suite de quoi il s'agit. Alors oui, je vais m'expliquer. Bonjour. Je vous prie de m'excuser, je vais garder ma caméra fermée parce que j'ai des petits problèmes de réseau également. Donc voilà, pour vous situer, donc je travaille à la région Occitanie. Donc rapidement, hein, vous avez parlé du projet Aquadomicia. Effectivement, nous avons porté ça avec BRL. Et il se trouve que justement, ce à quoi nous sommes confrontés au niveau de la concession hydraulique régionale, eh bien, c'est des terres équipées qui sont gardées par les agriculteurs, à juste titre, on peut comprendre, c'est humain, qui ne sont pas vendues pour espérer qu'elles puissent être vendues ensuite plus cher. Et donc, tout ça, c'est un accès à l'eau, à une eau sécurisée qui est perdue. Et c'est bien dommage. Voilà, donc c'était ce témoignage. Donc, c'est un témoignage, d'accord. Ouais. C'est une vraie difficulté qu'on a relevée dans la mission, effectivement. On a constaté qu'il y a une forme d'inéquité dans l'accès à l'eau. Et que donc de ce point de vue, il nous semblait aussi que le fait d'aller vers une irrigation moins consommatrice d'eau pouvait être l'occasion d'ouvrir plus largement l'irrigation à un nombre plus important d'agriculteurs. Je pense notamment à des jeunes qui s'installent. Donc ça peut être aussi quelque chose d'intéressant de ce point de vue-là. Mais c'est une vraie difficulté et c'est assez complexe à gérer en fait. Si vous permettez, en commentaire peut-être, avant de donner la parole à des personnes qui ont levé la main sur ce sujet que nous connaissons bien, nous également, en Moyenne-Vallée du Rhône. Il y a un outil, madame, qui est formidable et qui n'est que trop peu utilisé par les élus. C'est d'une part les SCOT, les schémas de cohérence territoriaux, qui nous projettent sur 25 ou 30 ans et qui déjà peuvent décourager certains sur la potentialité de leur terrain à devenir constructible. Et puis, il y a un dispositif qui s'appelle les zones agricoles protégées, les ZAP. Et si les élus dans les SCOT
se mettent d'accord à l'échelle d'un territoire en disant quels sont pour eux les territoires prioritaires de par leur qualité pour rester en agriculture, ça chamboule un petit peu la stratégie de raisonnement immobilier, si je peux le dire de cette manière-là. Mais je le dis très modestement, j'en connais toutes les difficultés. Je suis aussi élue dans ma commune et on est en train de mettre en place un SCOT, ce n'est jamais facile. Et je ne dis pas que votre question est simple à répondre, mais je voulais rappeler ces éléments-là parce que c'est prévoir à 30 ans où on va faire de l'agriculture et où on va urbaniser. Il me semble qu'on manque beaucoup de visibilité sur ces sujets-là à l'échelle territoriale. Alors, il y a M. Effacereau, je crois, qui avait levé la main en premier, et puis mon collègue Paul Offray. Alors, M. Effacereau, si vous vouliez prendre la parole. Merci. C'était sur cette même question, donc je voulais tout à fait compléter ce que vous dites. Je crois que le SCOT serait le bon outil. Mais ce qu'on constate, je suis aussi président d'une mission régionale d'autorité environnementale, donc on le constate tous les jours, c'est que les élus se saisissent insuffisamment du volet foncier agricole et de la politique agricole périphérique à leur urbanisation au sein des SCOT. L'outil est potentiellement intéressant, mais il est sous-utilisé, et je crois qu'on en parle dans le rapport, hein, en disant que voilà, cette appropriation du foncier agricole, de la politique foncière agricole par SCOT devrait être plus importante. Par ailleurs, on pense aussi, on l'a aussi écrit dans notre rapport de 2020, qu'il y a une vraie opportunité, parce que en lien avec les possibilités de réutilisation des eaux usées traitées, on a la possibilité d'agir sur des îlots de chaleur, sur des espaces verts, et aussi sur de l'agriculture périurbaine, sur des circuits courts, sur ce genre de choses. Donc il y a vraiment des choses à faire. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisamment fait, mais il y a vraiment des opportunités à exploiter sur lesquelles il faudrait foncer. Alors, il y avait Paul que j'avais vu passer, oui. Peut-être, et après, Jean-Paul, je te laisse continuer de donner, c'est peut-être plus facile pour toi la parole. Oui, bonjour. Oui, bonjour à tous. Donc, Paul Offray, président de l'IFIP. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'intervention des 2-3 invités, là. Simplement, en vous écoutant, j'ai le sentiment que vos interventions tournent beaucoup autour de sujets hyper techniques, hyper pointus, dans une dimension scientifique très aboutie. Et moi, je m'interroge, alors je ne suis pas du tout en opposition avec ce que vous avez dit, mais moi, je m'intéresse surtout sur le fait qu'on n'aborde pas la dimension évolution, transition agricole, voire agroécologique, autour de la dimension sociologique des exploitations agricoles en France, et notamment, moi qui représente une filière élevage, comme l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est Joël, je crois, je ne sais plus. Nous, on a le devoir, en quelque sorte, on est sur des exploitations avec une dimension, avec de l'inertie quand même assez lourde, qui fait qu'aujourd'hui, même avec des exploitants bien volontaires, très proactifs, c'est toujours très compliqué d'embrayer sur de l'innovation et des transitions, première chose. Et deuxième chose, aujourd'hui, dans une exploitation notamment laitière, peut-être pour être plus précis, on a aussi des exploitations qui n'ont pas la chance d'avoir un parcellaire regroupé, qui fait qu'aujourd'hui, les cultures sont fixées sur telle ou telle parcelle, de l'herbe ici, du maïs là-bas, pour des raisons tout simplement d'organisation du travail. Et puis très honnêtement, sur le plan économique, tout pousse à la concentration des élevages, en porc, en lait, dans certaines situations. Et moi qui suis aussi administrateur d'une coopérative de nutrition animale, on constate l'inverse de ce qu'on pensait, c'est qu'aujourd'hui, on pensait qu'avec l'agrandissement des exploitations, on allait vers plus d'autonomie, notamment en matière fourragère, et c'est totalement l'inverse qui se passe, parce que l'agrandissement de la production laitière par exploitation les rend encore plus dépendants des intrants, et notamment des aliments complémentaires lors des périodes compliquées. Donc, on est tout à fait d'accord sur un certain nombre d'éléments que vous avez présentés sur des évolutions, voire des transitions importantes, voire des politiques de rupture. Mais tout ça se fait dans un contexte d'évolution idéal pour l'exploitant où l'ensemble des associés d'une exploitation. Et je trouve qu'on ne fait pas assez, on n'insiste pas sur cette espèce de
on va dire, d'organisation sociologique de l'exploitation qui favorise ou pas ce genre de transition? Alors, on a été obligé de présenter une synthèse forcément réductrice de tout ce qu'on a écrit, mais enfin, on est tout à fait d'accord, je crois pouvoir, enfin Michel complétera s'il le souhaite, mais sur l'importance du volet sociologique que vous soulevez. Effectivement, d'ailleurs, c'est compliqué d'embrayer, mais notre appel, il est de dire on ne va pas tout résoudre à l'horizon 2050 en quelques années, là, mais il est important, pour reprendre votre terme, d'embrayer, voilà, d'embrayer pour évoluer vers cet objectif. Alors, évidemment, ça veut dire aussi de la pédagogie, ça veut dire de la formation des acteurs, et ça veut dire aussi de l'accompagnement, y compris de l'accompagnement, et c'est le sens de ce qu'on évoquait tout à l'heure en matière de proposition d'élaborer des contrats de transition écologique, c'est d'assurer les gens. De rassurer et d'assurer, y compris financièrement. C'est-à-dire que les agriculteurs qui sont d'accord pour s'engager dans des évolutions fortes de leur modèle de production agricole, eh bien, pendant un certain nombre d'années, on les accompagne avec un contrat qui leur assure financièrement un certain résultat économique. De manière à ce que si jamais leur transition se passe mal, s'ils ont des échecs, eh bien, ils puissent pallier un certain nombre d'années difficiles et voire éventuellement changer de braquet. Donc, tout à fait d'accord avec cet aspect sociologique, mais qui n'est pas contradictoire, nous semble-t-il, avec des aspects techniques. Après, j'en profite pour rebondir sur cet aspect sociologique et son importance. Vous l'avez, à juste titre, souligné au niveau, à l'échelle de l'exploitation agricole, de l'agriculture, mais elle dépasse cette échelle-là. Par exemple, sur les retenues de substitution, j'évoquais tout à l'heure la question d'un protocole eau-agriculture, en gros, environnement-agriculture. Eh bien, moi, ce que j'ai entendu beaucoup sur le terrain, c'est que les associations de protection de la nature, alors on parlait de dogme tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des associations dogmatiques qui seront toujours contre. Bon, celle-là, c'est comme ça. Mais il y a aussi beaucoup d'associations de la nature qui sont prêtes à évoluer, qui sont sensibles à des raisonnements. Et le raisonnement qu'ils tiennent, c'est de dire, bah, écoutez, nous, les retenues de substitution, on n'est pas forcément contre, mais on ne veut pas que ce soit pour faire une agriculture intensive, polluante, qui nous dégrade la qualité des cours d'eau, etc. Par contre, si c'est pour faire une agriculture vertueuse, ils parlent bien sûr de bio, d'agriculture de conservation des sols, choses comme ça. Là, ils seraient d'accord. Voilà. Donc, il y a aussi une analyse sociologique à faire au-delà de l'agriculture sur comment on peut arriver à trouver des solutions. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Hugues. On est parfaitement conscient de ce problème sociologique, on ne l'a peut-être pas suffisamment évoqué, mais l'idée des contrats de conversion climatique, un peu à l'instar des contrats de conversion à l'agriculture biologique, mais de façon beaucoup plus ample, nous paraît s'imposer. Puis je crois qu'il y a aussi un rôle très important du développement agricole. C'est pour ça qu'on a aussi parlé de refonder le développement agricole. Le mot est peut-être très fort, mais on est à un moment un peu charnière où il va falloir faire de l'accompagnement au cas par cas, avec en plus une vision globale des exploitations qui est quand même un peu nouvelle, quoi. Donc là, il y a vraiment un défi, me semble-t-il, pour l'ACTA, pour les chambres d'agriculture, si on veut être au rendez-vous pour 2040 ou 2050. Merci Michel. Je crois qu'il y a Bernard Engelras, non, qui voulait aussi prendre la parole. Voilà, et puis Jean-Michel Schaeffer ensuite. Oui, merci. Deux petites réactions. Un par rapport à la dame de l'Occitanie qui a réagi par rapport à ce problème de terre qui était équipée d'irrigation et qui n'était pas utilisée. Je connais bien le sujet. Moi-même étant de Nîmes et donc de zones alimentées par BRL, je connais bien ce sujet-là. Et je pense qu'effectivement, par rapport aux fonciers disponibles, non utilisés et équipés d'eau, il faut réinventer ce qui avait été fait à une époque dans les années 60, quand les systèmes d'irrigation avaient été prévus dans la région, c'est-à-dire de mettre de véritables contrats de mise en valeur avec des exploitations constituées pour mettre à disposition de jeunes agriculteurs des outils qui pourront être performants pour affronter l'avenir.
Ça, c'était la première remarque. La deuxième chose que je voulais dire, qu'effectivement, lorsqu'on parle du changement climatique et tout le travail que nous avons fait au niveau de la viticulture, bien sûr que ce changement climatique est lié avec tout ça, avec la transition environnementale et écologique. C'est une évidence, je ne l'ai pas dit, mais c'est une évidence pour nous, et ça se fait, quoi. Mais par contre, je pense que dans quelques temps, il va falloir se revoir pour faire des arbitrages. Parce que lorsqu'on parle de bio, pas bio, conventionnel, pas conventionnel et tout, à un moment donné, il faudra peut-être faire des bilans. Parce que moi-même, étant un exploitant bio, je peux vous dire que lorsqu'on parle du bilan carbone et de rejet de CO2 de l'atmosphère, on va faire exploser les compteurs. Parce que pour un système de conventionnel où il y a un passage, en bio, vous êtes à 5 passages. Et comment on gère ça, quoi? Et que je ne voudrais pas, à terme, que les pouvoirs publics s'imaginent qu'en définitive, les pollueurs doivent être taxés par rapport au rejet de CO2. Ah, Bernard, on a été coupé. À la fois les coûts de production beaucoup plus élevés, et les baisses de rendement. Parce que le fait de passer en bio aussi, vous avez des baisses de rendement. Oui. D'ailleurs, dans le rapport, on n'a pas proposé, on n'a pas mis en avant le bio, hein, parce que du point de vue de l'eau, le bio n'est pas du tout vertueux. On a mis plutôt en avant d'autres formes d'agriculture, comme la CS par exemple. D'accord. Je signale au passage, Michel et Hugues, qu'on a donné les références dans le chat de votre étude, oui. Hein, qui a été publiée, je crois, en juillet et présentée en décembre. Et on peut les retrouver et les télécharger sur le site du CGER. Hein. Absolument. Je propose qu'on donne la parole à Jean-Michel Schaeffer. Très bien. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'ai également coupé la caméra parce que ça coupait avant, comme ça on est sûr que c'est plus fluide au moins au niveau de la parole. Ouais, alors moi j'ai juste une remarque, c'est le terme cohérence de l'action publique, parce que je voulais juste sur deux idées. Le premier, le foncier. On a d'un côté quand même les pouvoirs publics qui, dans les règles, c'est un peu l'élu local aussi qui parle, hein. On a des règlements d'urbanisme qui nous poussent quand même fortement à urbaniser, notamment à densifier, avec les difficultés que ça pose de comment on gère les voitures, les bouchons, la circulation, en fait, le vivre ensemble, hein, la qualité de l'air également, qui sont des sujets, et les formalismes juridiques de temps très long aujourd'hui que ça impose, avec en même temps préservation du foncier, planification sur le temps long. Des fois, il y a vraiment des manques de cohérence, quoi. Parce que d'un côté, on a l'État qui dit il faut protéger, il faut organiser, mais d'un autre côté, l'État dit et met la pression pour qu'on construise énormément, beaucoup et très vite, quoi. Et ça demanderait quand même peut-être à être relevé en termes de... Allez, il faut essayer de faire un fil conducteur et trouver le niveau de réglage qu'il faut entre tous ces objectifs louables, mais qui, dans la mise en œuvre, peuvent devenir contradictoires, quoi, en fait, hein. Et après, le deuxième sujet, c'est qu'on voit que ça pousse vers la diversification, la polyculture élevage, qui sont des modèles qu'on défend, hein. Mais le système global nous pousse quand même, malheureusement, à de la spécialisation, quoi. Autant par le système économique global, il y a d'un côté la PAC, mais ce qu'on oublie toujours aussi, tous les accords de libre-échange qu'on signe par ailleurs et qui mettent quand même l'agriculture française en concurrence, pas toujours sur les mêmes pieds d'égalité, avec nos voisins, qui font qu'on est obligé de se professionnaliser pour essayer de chercher le maximum de compétitivité sur l'atelier principal, en fait, hein. Et avec en parallèle, l'autre problème sociologique chez les éleveurs, c'est qu'on a des agriculteurs où c'est de moins en moins la cellule familiale qui travaille, l'agriculteur ou l'agricultrice est seule, le conjoint travaille, avec toutes les difficultés qu'on peut avoir d'embauche. On n'est pas les seuls, hein, le travail public ou d'autres ont les mêmes sujets. Tout ça, main-d'œuvre, accord de libre-échange, cette compétition qu'on nous demande de relever, nous amène à la spécialisation, en fait, hein. Et pour chercher l'optimisation, le dernier gain de productivité qu'il nous faut, quoi. Et c'est peut-être aussi à mettre en balance dans l'étude pour replacer aussi que si on veut y arriver, il y a aussi d'autres choses qu'il faudrait qu'on rééquilibre. Voilà, merci. Si je peux juste, en matière de cohérence de politique publique, dans le rapport en tout cas, on est bien conscient qu'il y a beaucoup d'incohérences entre politiques publiques.
pas seulement même agricole, environnemental, urbanistique, etc. Et il y a vraiment un appel, en tout cas pour le domaine de l'eau et de l'agriculture, modestement, à ce que les deux ministères concernés travaillent davantage de concert, parce que si chacun effectivement développe son propre discours et ses propres postures, on n'en sortira pas. La seule solution de notre point de vue, c'est que chacun fasse effectivement un pas, qu'on accepte du côté des APNE l'idée qu'il faudra effectivement renforcer la ressource, mais aussi du côté agricole, que l'évolution qui est déjà engagée soit vraiment massifiée au niveau de la transformation agricole pour une agriculture plus économe à nous. Et c'est vraiment sur la base de ces éléments communs qu'on pourra progresser. Donc je crois qu'il y a vraiment un problème de cohérence des politiques publiques. On l'a vu par exemple pour la question des retenues hydroélectriques, qui sont le renouvellement des concessions hydroélectriques. Aujourd'hui, effectivement, des choix n'ont pas été faits. C'est la même chose aussi pour tout ce qui est politique de soutien d'étiage. On a dit dans le rapport, ça avait été dit dans les assises de l'eau, il faudra quand même qu'un débat national ait lieu sur ce qu'on veut faire de nos rivières et donc de nos usages. Est-ce qu'on laisse faire le changement climatique avec des rivières qui deviennent des oueds et des usages qui donc se tarissent progressivement, avec toutes les conséquences économiques et sociales et territoriales que ça peut avoir, ou est-ce qu'on veut maintenir des débits dans les rivières, et à ce moment-là, quels moyens se donne-t-on pour le faire? Merci beaucoup. Vas-y, Jean-Paul. Oui, nous avons une demande de parole. Alors, monsieur Jean-Louis Moulon et puis André Bernard. Excusez-moi, si j'ouvre le micro, ce sera plus facile. Bon. Merci pour vos présentations. Je les trouve effectivement excellentes. Je travaille un peu sur le projet et retenue d'eau et problème d'eau au niveau européen, ces différentes régions européennes. Et effectivement, on se rend compte que dans certaines régions européennes, je veux dire, on parle de manque d'eau. C'est bien un problème important, que dans l'ensemble de votre présentation, on ne retient pas le mot manque d'eau, parce qu'on est de plus en plus sur un moyen terme où on a des excès d'eau et des manques d'eau sur de court terme. Donc effectivement, vous avez effectivement appuyé énormément sur le côté sociétal, sociologie et posture, et je crois qu'effectivement, on n'a pas de problème de manque d'eau. On doit travailler sur cette cohésion sociétale au niveau de la France pour fournir de l'eau, je veux dire, à nos productions agricoles telles qu'elles soient, et pouvoir satisfaire également la société. En Espagne, je crois qu'on a 25% de l'eau de pluie qui est réutilisée, je veux dire, à des fins agricoles. Et je crois qu'en France, on doit être autour de 2%. Donc, effectivement, on a de gros efforts à faire. Excusez-moi sur les arrondis, hein, je crois que je suis à quelques pourcents près sur le vrai, mais on voit l'écart, je veux dire, très important du retard que nous avons en France. Et je crois qu'effectivement, on a un travail important à faire en y mettant effectivement la société et le sociétal avec nous, si on ne veut pas avoir de blocage très important pour cette utilisation pour l'agriculture. Merci. Alors, merci pour cette intervention. Je propose que nous terminions avec la question d'André Bernard et la réponse de nos rapporteurs. Vas-y, André. Merci, Anne. Excusez-moi de vous rejoindre que maintenant, mais j'étais sur une réunion Varenne sur la gestion des risques pour faire évoluer l'assurance et le CNGRA. Mais je prends avec plaisir la parole sur un sujet que je connais bien et qui me préoccupe beaucoup. Effectivement, comme le vient de le dire l'intervenant précédent, nous sommes dans un pays qui, pour l'instant, et toutes les projections que nous pouvons voir, ne montrent pas une baisse significative des précipitations. Par contre, une irrégularité dans les précipitations étalées sur l'année, ce qui nous amène à mener au niveau national une politique que nous avons menée dans la région que je connais bien, les avions, dans le sud de la France, où effectivement des aménagements importants ont été faits au cours du siècle dernier, que ce soit Serre-Ponçon ou le Verdon. Je m'excuse pour les avions, hein. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? On t'entend, oui. On t'entend. Parce que j'ai des avions là, qui passent au-dessus. Donc effectivement, le climat méditerranéen qui tend à s'étendre sur l'ensemble du territoire national nous amène et nous impose de mener une politique de stockage de l'eau corrélée à des améliorations de l'efficience de l'irrigation, ce que nous savons faire aujourd'hui avec des techniques d'irrigation plus performantes que sont le goutte-à-goutte et les micro-jets, les pilotages automatisés de l'irrigation qui permet de réduire de façon significative le volume d'eau. Mais si nous ne menons pas cette politique-là, nous allons devant des grosses difficultés au niveau national. Et quant à l'intervenant précédent qui a dit qu'effectivement les cours d'eau pourraient s'assécher, je pense que même si on n'arrose pas,
même si on n'arrose pas. Si on ne mène pas une politique de régulation, de stockage et de régulation des cours d'eau, nous aurons des assecs, même là, on n'arrose pas. Donc, et les têtes de bassin versants aujourd'hui ont des problèmes sur lesquels il n'y a pas d'irrigation et de prélèvement, ont des problèmes. Donc, nous sommes dans un climat qui change, lié à plusieurs facteurs, dont notamment les effets du carbone dans l'atmosphère, qui nous amènent à repenser globalement les choses. Et dans notre pays, les chiffres que j'ai, moi, l'eau agricole, l'eau utilisée par l'agriculture, c'est 1,5% de ce qui nous tombe sur la tête chaque année. La capacité de stockage, elle est de 3,5% de ce qui pleut chez nous, alors qu'elle est de 50% en Espagne. Et nous avons le double des précipitations que l'Espagne en moyenne. Donc nous avons une richesse, je dis bien, une chance sur ce pays d'avoir des pluies importantes, mais qui ne tombent pas de façon régulière comme on le connaissait par le passé, qui nous amènent à changer nos pratiques agricoles. Mais ces pratiques agricoles, si elles changent, s'il n'y a pas l'eau sécurisée, eh bien, on n'y arrivera pas. Et je terminerai mon propos par 3 mots. Moi qui suis quelqu'un qui suis né dans une région, et mon premier travail en tant que jeune, à 10 ans, c'était d'arroser. Je sais que l'eau, il faut l'économiser. Il faut que je la partage avec tout le monde. Mais pour que je puisse la partager, il faut qu'elle soit sécurisée sur l'espace et dans le temps. Et pour ça, c'est une véritable politique d'aménagement que nous devons mener. Et il n'est pas tolérable que nos éleveurs soient obligés d'acheter du fourrage en Espagne alors qu'on a de l'eau qui nous tombe dessus chaque année. Je pense qu'il y a un véritable débat. Et il faut qu'on sorte de ce dogmatisme qui est porté par certains qui ne veulent pas voir la réalité en face. Et de l'autre côté, nous avons aussi chez nous des agriculteurs, et j'en ai chez moi dans ma région, qui disent, mais qu'est-ce qui nous emmerde, excusez-moi le mot, l'eau, c'est pour moi et je m'en sers. Il faut que de chaque côté, il y ait des évolutions. Mais le monde agricole a fait un grand pas, et de l'autre côté, on est toujours dans un blocage qui est irrationnel. Et je parle là en tant que président du groupe Corena sur la gestion de l'eau. Merci de m'avoir écouté. Désolé d'avoir pas pu participer à vos travaux, mais je sais qu'ils étaient très importants, très intéressants. Eh bien, écoutez, merci à tous. Merci à ceux qui nous ont suivis. Merci à nos intervenants. Je veux saluer parmi nous donc François Champanet, le rapporteur de l'axe 2, et puis Bénédicte Herbinet qui bien sûr intervient aussi dans cet axe-là. J'espère que ce débat animé va vous donner envie de répondre aux sollicitations que nous allons lancer pour l'axe 2, s'agissant de l'axe 2 dès le mois de juillet, que vous serez acteurs dans les documents que l'on vous soumettra, et en lien avec ce que vient de dire André, et je rebondirai là-dessus, et qui est l'esprit du Varenne, c'est arriver à une vision concertée et partagée de l'ensemble des parties prenantes. Nous y avons tous intérêt, et accompagnés par la recherche et nos instituts techniques qui seront là en lien avec INRAE pour garantir la faisabilité des solutions et des stratégies mises en œuvre dans notre intérêt à tous. J'espère que nous aboutirons positivement. Merci à vous encore. Je clôt aujourd'hui cette Assemblée générale et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour le Varenne. Merci, au revoir. Merci. Merci à vous tous. Au revoir et bonne journée. Au revoir. Au revoir.